Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? Il y a aussi ces nouveaux articles publiés par Axios qui évoquent l'Iran et Oman parvenant à une sorte d'accord. L'issue serait alors la réouverture du détroit d'Ormuz. Or, nous savons que ces deux choses ne vont pas ensemble. L'une concerne l'Iran et les États-Unis, l'autre concerne l'Iran et Oman. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe actuellement entre les deux parties? Eh bien, Larry et moi, je pense que Larry, lundi, ce n'était pas lui. Je pense que c'était seulement moi, parce que lui avait déjà, en gros, lundi, commencé à révéler cette information, qui relève d'une discussion technique. Il y a des techniciens iraniens et des techniciens omanais, et ils discutent activement des nouvelles modalités. C'est un arrangement temporaire. Donc ce n'est pas le protocole d'accord, et ce n'est pas un accord, c'est un arrangement temporaire. Et tout ce qui navigue à l'intérieur, qui passe par le détroit d'Ormuz, sera contrôlé par l'Iran. Le mécanisme, tout le monde le connaît déjà. En naviguant près de l'île de Keshm, c'est la marine des gardiens de la Révolution. Vous devez payer les frais administratifs, de gestion, humanitaires, de sécurité, peu importe le nom que vous voulez leur donner. Humanitarian security fees, whatever that you want to build them, and then the PGSA gives you the. Et ensuite, le CGRI vous donne le feu vert, tout le dispositif. Tout ce qui quitte le golfe Persique pour rejoindre la mer d'Oman, la mer d'Arabie, puis l'Asie, passerait par les eaux territoriales omanaises. Ce serait, disons, sous supervision omanaise. Mais le feu vert final, la supervision finale, serait une fois encore iranienne. Donc, en substance, l'Iran contrôlerait 100% du passage à l'entrée et, disons, entre 50 et 70% du passage à la sortie. Et c'est pratiquement bouclé. Les meilleures informations dont nous disposons aujourd'hui, mercredi, indiquent qu'ils sont sur le point de conclure cela. Cela n'a rien à voir avec ce que racontent les grands médias américains, que Trump va annoncer un accord qui ouvrirait le détroit d'Ormuz. Trump is going to announce a deal that will open the Strait of Hormuz. No. And very, very important. Non. Et c'est très, très important pour notre public. Aucun Américain n'a participé à cette discussion technique entre l'Iran et Oman. Voilà donc où en sont les choses à ce stade, d'accord? Il pourrait donc y avoir une annonce d'ici la fin de la semaine. C'est tout à fait possible. Cela pourrait même être vendredi. Vendredi est une date très intéressante, Nima, parce que c'est une information que Larry et moi avons également révélée lundi sur notre chaîne Transition Protocol. Ishaq Dar a invité Arakchi à se rendre de nouveau à Islamabad. Et devinez quoi? C'est pratiquement confirmé. Ce sera vendredi. Arakchi sera donc probablement à Islamabad vendredi. Des discussions très sérieuses porteront sur l'ensemble de la médiation, sur le détroit d'Ormuz. About the whole mediation, about Strait of Hormuz, and of course, our great. Et bien sûr, notre grand ami, le chat pas encore tout à fait mort, le protocole d'accord. C'était un chat mort, un chat ressuscité, un chat qui refusait de mourir. Pour l'instant, c'est le chat qui refuse de mourir. Donc, évidemment, ils vont en discuter. Bon, quelles sont les prochaines étapes? Vendredi, à Islamabad, avec tous les responsables pakistanais. Tout le monde sera là, le Premier ministre, Asim Munir, et j'en passe. Donc il y a une dynamique diplomatique, des discussions techniques, ça bouge. Et tout ça, après qu'on nous l'a vendu comme les portes de l'enfer, n'est-ce pas? L'opération américaine visant à recommencer à bombarder l'Iran a été annulée ce week-end par le président des États-Unis parce que, eh bien, quelqu'un avec un QI supérieur à la température ambiante, des généraux, son entourage proche, ils ne sont pas très nombreux. His inner circle, there are not too many. But somebody finally managed to impress on him the serious. Mais quelqu'un a fini par lui faire comprendre la gravité de la situation actuelle. Aucun des alliés vassaux ne soutiendrait une reprise de la guerre. En réalité, ils exerçaient une forte pression sur lui pour qu'il ne fasse rien d'irréfléchi. Il n'y avait pas seulement MBS qui appelait Trump directement au téléphone. Il y avait aussi des pressions en coulisses du Qatar et des Émirats arabes unis. Les généraux lui disaient « Écoutez, il ne nous reste plus rien.
Nous n'avons pas de Patriots, nous n'avons pas de THAAD, nous avons moins que rien. Et l'élément le plus important, c'est que les bases sur place sont pratiquement détruites. Dans tout le golfe Persique, à Erbil, au Kurdistan irakien et sur ces deux bases, en Jordanie, frappées par l'Iran jour après jour pendant environ 2 semaines. Voilà où on en est. Y a-t-il une porte de sortie? Eh bien, elle est toujours là. C'est le chat mort. Donc Trump doit enfin comprendre qu'il ne revient pas au protocole d'accord. L'Iran peut continuer à repousser toute résolution jusqu'à la fin des temps. Ils ne sont pas pressés, ils font traîner les choses. Et ils savent que Trump et l'administration Trump, eux, sont en lutte contre la montre. Donc Nima, ces derniers jours, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que nous avons au moins les canaux diplomatiques. Ils sont de retour dans les négociations, ils sont de nouveau à la table. Je pense que ce qui se passe, Pepe, avec la combinaison du Yémen et de l'Iran, même si l'on suppose qu'ils vont parvenir à obtenir quelque chose, est-ce que vous pensez que la réouverture du détroit d'Ormuz, concentrons-nous là-dessus, est assortie d'un calendrier dans leur esprit? Je parle des États-Unis, pas de l'Iran. Parce que tout dépend de la manière dont les États-Unis vont réagir. Vont-ils, vous savez, respecter les termes de ce protocole d'accord, comme cela a été mentionné plus tôt? Ou vont-ils revenir à cette tentative de s'immiscer dans ce projet de liberté qu'ils menaient depuis le début? Bien sûr, ils vont essayer de s'infiltrer, d'interférer, de harceler, de changer les conditions et ainsi de suite. C'est ce qu'ils font, Nima. Ils ne respectent aucun type d'accord, qu'il soit écrit, oral, diplomatique, peu importe. Et bien sûr, dans un cadre conceptuel plus large, s'ils acceptent ce que l'Iran et Oman discutent et qu'un accord mutuel est conclu entre Téhéran et Mascate, alors, du point de vue des desseins hégémoniques des États-Unis, c'est un désastre majeur. C'est une humiliation majeure. Et cela sera perçu comme une humiliation majeure, non seulement en Asie occidentale, mais partout dans le monde, dans tout le Sud global, dans le monde arabe, dans le monde islamique, parmi les BRICS, partout. Car cela signifie que la soi-disant superpuissance hégémonique unilatérale ne peut pas contrôler un point de passage pétrolier qui était le motif initial de la guerre. Cette guerre, comme vous le savez très bien, n'a jamais porté sur le dossier nucléaire iranien. C'est une guerre du pétrole. C'est une guerre pour contrôler un point de passage pétrolier où les paiements se faisaient dans des monnaies autres que le dollar américain, surtout en yuan. Et avant cela, c'était encore plus fou. Il y avait essentiellement une libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, la navigation est libre, mais elle est soumise aux droits iraniens et au contrôle iranien. Ce n'était pas le cas le 28 février. L'humiliation est donc absolument monumentale, quelle que soit la manière dont ils essaient de la présenter. Bien sûr, l'administration Trump va se livrer à des torrents de communication, mais ils ne peuvent pas vendre ça comme une victoire. Ils ne peuvent pas vendre ça comme un accord. C'est absolument impossible. Donc si ça se produit dans les prochains jours, c'est déjà une première bombe. Et évidemment, ils vont essayer de faire voler en éclats les termes de cet accord entre Oman et l'Iran. Bien sûr, c'est la seule chose qu'ils font. Mais quels moyens de pression ont-ils à ce stade? Aucun. Ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent pas envahir. Tous les navires et les alliés sont contre eux. Et il y a la fameuse échéance de la réserve stratégique de pétrole qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Nous sommes à la mi-août. C'est dans 10 jours en fait. C'est littéralement imminent. Il ne peut donc rien faire pour modifier ces impératifs. Et ce sont des impératifs sur le terrain, sur le marché du pétrole, sur le marché obligataire, et ainsi de suite.
On imagine à peine le degré de colère. Ce n'est pas seulement de la frustration, c'est un narcissique extrême, encore plus furieux que d'habitude, parce qu'il voit la défaite, une défaite stratégique, droit devant lui. Et il ne peut rien faire pour changer le scénario. Il va donc continuer à être très, très dangereux, Nima, et nous le savons. Cela veut dire que toute décision stupide prise sur un coup de tête dans les prochains jours ou les prochaines semaines reste malheureusement possible. Pépé, dans le cas du Yémen, je ne sais pas si le seul gouvernement qui, à mon avis, pourrait comprendre un tant soit peu ce que fait l'Arabie saoudite, ce serait le gouvernement pakistanais. Il leur demanderait « Nous avons un accord militaire avec vous, mais qu'est-ce que vous fabriquez, bordel ?» Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Exactement. C'est précisément ça, Nima. Et nous avons eu confirmation de la part des médiateurs pakistanais. Appelons cela la table brisée du protocole d'accord, parce que cette table n'existe pas. Pour l'instant, elle n'existe pas. Peut-être qu'elle réapparaîtra dans quelques jours, mais pour le moment, il n'y a pas de table. En revanche, ceux qui faisaient le gros du travail, qui travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le canal de médiation, nous ont dit que le Pakistan avait officiellement dit aux Saoudiens, on peut l'interpréter comme le ministre des Affaires étrangères Dar, parlant au prince Faisal, le ministre saoudien des Affaires étrangères, ou même comme Asim Mounir, appelant directement MBS lui-même. Après tout, ils ont leur propre canal direct et leur disant « Reculez, nous n'allons pas nous engager dans la stupidité que vous êtes en train de faire vis-à-vis d'Ansar Allah et des forces armées yéménites. Nous avons un pacte de défense mutuelle. Ce que vous faites n'est pas de la défense. » Donc apparemment, Nima, pour le moment, les Saoudiens ne font rien. Mais vous savez, tout peut arriver. Et évidemment, Ansar Allah a le doigt sur la gâchette et sur ses excellents missiles balistiques, vous savez. Donc Riyad ferait mieux de réfléchir une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois avant de faire quelque chose de stupide. Apparemment, une fois de plus, ils soutiennent toutes ces négociations techniques et la possibilité de reprendre le protocole d'accord plus tard. Cela signifie donc qu'ils soutiennent ce que font les Pakistanais, les Omanais et les Qataris. Mais c'est de pure forme. Aucun de nous, en fait personne, ne peut faire confiance à la Maison des Saouds. Point final. Et personne ne peut faire confiance à MBS. Point final. Donc tout cela reste en suspens. Mais je pense qu'ils ont appris, apparemment ils ont appris leur leçon, de la réponse yéménite à cette attaque contre la piste de l'aéroport de Sanaa. Le message venu du Yémen était très explicite. C'est le moins qu'on puisse dire. Very graphic, to say the least. Il me semble que l'Irak va les attaquer, vous savez, à cause des pèlerins de l'Arbaïn. Hier, c'était le dernier jour de l'Arbaïn. Le dernier jour de l'Arbaïn, exactement. Et les Irakiens, en fait, le message des Irakiens, du Hajj al-Sha'bi, de différents groupes, des Kataeb Hezbollah, c'était « Écoutez, pendant l'Arbaïn, nous ne faisons rien. Après l'Arbaïn, c'est une autre histoire, parce que vous nous avez attaqués, vous nous avez bombardés, vous avez tué certains des nôtres en Arabie Saoudite. Donc, il y aura une réponse. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Asymétrique, mais il y aura une réponse. Yanaritz. Allez-y, Pépé. Non, je viens de le dire, parce que c'était une attaque conjointe américano-saoudienne contre l'Irak. Ce n'était pas seulement les Saoudiens, c'était américano-saoudien. Ce qui est si étrange, Pépé, c'est que l'Arabie saoudite a contacté l'Iran. Ils ont dit aux Iraniens que ce n'était pas l'Arabie saoudite, mais les États-Unis qui attaquaient l'Irak. Ils venaient juste d'attaquer un entrepôt en Irak. Ils n'avaient attaqué aucune de ces cibles, sans tuer personne. Et c'était uniquement des avions de chasse américains qui s'y rendaient et frappaient les cibles.
C'est le genre de choses qui, vous savez, comment comprendre ce pays. It could be cowardice or this Ça pourrait être de la lâcheté. Ou bien il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Les Irakiens savent exactement ce qui les a attaqués. Ils vont examiner les munitions. Ils vont étudier ce qui s'est passé dans leur espace aérien, et ainsi de suite. Donc ils le sauront. Bien sûr, à ce stade, ils savent déjà qui les a attaqués. Si c'était uniquement les Américains, ou s'il s'agissait d'une attaque conjointe américano-saoudienne. Mais les Saoudiens ont peur des conséquences, comme au Yémen. Vous imaginez qu'ils aient ouvert 2 fronts en même temps. Il faut être plus que stupide pour faire ça. Mais si c'était eux, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un front avec le Yémen et un front avec l'Irak. Et ils n'ont absolument aucune chance de pouvoir se défendre contre les deux. no chance of defending themselves against both. And that's the extra problem in Nima because the House of Saud. Et c'est le problème supplémentaire, Nima, parce que la maison des Saouds est tellement opaque que personne ne sait rien. Leur processus de décision, comment ça fonctionne. Surtout parce qu'il n'y a pas de processus de décision. Tout dépend de MBS. Il y a un seul type qui décide de tout. Donc on ne connaît pas leur motivation, on ne sait pas comment ils s'y prennent, on ne sait pas qui ils conseillent. Et ainsi de suite. Toute cette affaire est extrêmement délicate. Ces derniers mouvements semblent donc indiquer qu'ils reconsidèrent ce qu'ils ont fait. Ils ont une peur bleue. L'appel téléphonique de MBS à Trump aurait apparemment été très dur. Mais encore une fois, il n'y a aucun moyen d'en avoir la moindre confirmation. To have any confirmation, and these people posing as journalists. Et ce sont des gens qui se font passer pour des journalistes aux États-Unis. C'est une blague. Ils n'y connaissent rien. Ils inventent des choses. Donc ils ne savent pas exactement ce que MBS a dit à Trump. Une possibilité, c'est que MBS ait dit « Écoutez, si vous faites ça, il y aura des répercussions. » En ce qui concerne le contournement du pétrodollar, en ce qui concerne le fait de nous débarrasser de nos obligations du Trésor américain. Ça peut être n'importe quoi, ou toute une liste de mesures qu'ils pourraient prendre dans ce cas pour se défendre. Mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Tout leur argent est placé à Londres et à New York, littéralement. Ils n'ont pas d'argent en Arabie Saoudite, moins que 0. Donc c'est compliqué. So it's complicated. It's hard to imagine how naive and C'est difficile d'imaginer à quel point ils étaient naïfs et mal préparés, à commencer à croire qu'ils pouvaient se dire si on temporise sans arrêt et qu'on a un pacte de défense avec le Pakistan va nous sauver les fesses si on fait quelque chose de stupide. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cela prouve que, contrairement à l'Iran, ils ne sont pas capables de penser de manière stratégique, en réalité. Ils n'ont pas un groupe de personnes très instruites, connaissant les codes arabes, islamiques, occidentaux et ainsi de suite, pour élaborer une stratégie très bien organisée et coordonnée, comme c'est le cas en Iran. En réalité, ça ne marche pas comme ça, et c'est à leur détriment. Pas vrai, Nima? Ils paient le prix de leur folie. to their detriment, right, Nima? They are paying the price for their follies. Si je me mettais à la place de tous ces gouvernements des pays du CCG, même de l'Iran, je dirais, en prenant simplement du recul et en regardant ce qui se passe aujourd'hui, tout, absolument tout, joue en faveur d'Israël, Pépé. Tout est en train de se produire. Les États-Unis et l'Iran se battent, ils s'entretuent, les pays du CCG se font pilonner par des missiles iraniens, l'Iran se fait pilonner par des missiles américains, et en ce moment, ce que fait l'Arabie saoudite s'inscrit totalement dans l'agenda israélien pour la région. Étendre la guerre, créer de nouvelles sortes de fronts entre les gouvernements de la région. C'est pour ça que quand je pense au gouvernement saoudien, aux dirigeants, aux princes héritiers d'Arabie saoudite, je me dis, comment peut-on imaginer cela? Quelqu'un qui vit dans une, vous savez, maison de verre.
Yeah. Oui, une maison de verre et un château de cartes. Oui, oui. C'est une maison de verre qui lance des pierres sur les Yéménites. Vous savez, alors qu'ils sont, par exemple, passés maîtres dans l'art de se battre avec des pierres. Absolutely, absolutely. Well, and we're not even talking Absolument. Absolument. Et on ne parle même pas des Émirats arabes unis. Vous avez remarqué que les Émirats sont maintenant en dehors de tout? En ce moment, ils gardent un profil neutre et discret. C'est très, très important. Encore une fois, nos amis pakistanais n'arrêtaient pas de nous le dire. Ils l'ont dit à Larry et à moi, je crois, il y a 1 mois et demi, ce qui est long déjà. Attendez, d'ici la fin de l'année, les Émirats vont revenir à la table, ou venir à la table. Peut-être que cela a déjà commencé. Peut-être qu'ils ont beaucoup de conseillers très intelligents à Abu Dhabi et à Dubaï. Ça, c'est certain. Payer des fortunes. Alors peut-être que certains de ces conseillers leur disent « Écoutez, vous ne pouvez pas aller à contre-courant. » Et le courant, c'est l'Iran. L'Iran contrôle le courant. Vous ne pouvez pas vous y opposer, sinon vous allez lourdement en souffrir. Et ils savent ce que vous avez fait pendant la guerre. Donc il y aura des représailles. Nous vous suggérons donc de commencer à envisager un accommodement. Peut-être que nous entrons déjà dans cette phase. Et je me suis mis à repenser à ce que les Pakistanais disaient. Vous savez, il y a des semaines. Ils avaient déjà compris que ce serait inévitable parce qu'ils discutent avec tout le monde. Avec les Qataris, les Omanais, les Américains, les Iraniens, les Turcs. Ils ont donc une assez bonne vision d'ensemble des mouvements sur l'échiquier. Et évidemment, pour la survie même des Émirats arabes unis, c'est essentiel. Ils ont besoin d'un accommodement avec l'Iran, au moins de ne pas lui être ouvertement antagoniste. Ils ont besoin d'un accommodement. Sinon, ils deviendront une cible légitime. Et c'est peut-être ce que ces conseillers ont fini par dire à MBZ. Attention, vous pouvez devenir une cible légitime, comme ça. Donc je pense que tout cela nous donne à nous tous, à vous tous, à notre audience, une idée de la manière dont de petits détails peuvent complètement déplacer les pièces sur l'échiquier. Vous savez, un seul appel téléphonique, et ces derniers jours ont été fous. Depuis samedi, c'est une avalanche d'appels. Souvenez-vous, tout le monde s'attendait à une attaque contre l'Iran samedi soir. Les appels ont donc commencé samedi, dimanche, lundi, mardi, sans arrêt. Tout le monde appelait tout le monde. Ils essayent donc de trouver une forme d'arrangement. On voit surgir ici et là quelques petits éléments, comme les discussions techniques entre l'Iran et Oman. Mais en coulisses, tout le monde, tous les acteurs du CCG, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et la Turquie, eux aussi se parlent tous. Et c'est une bonne chose d'avoir ce canal. And it's good to have this channel. This is a privileged channel. C'est un canal privilégié entre Munir et MBS. Un canal très privilégié. C'est très bien que parfois, nous ayons quelques fuites à ce sujet. Mais évidemment, ils ne peuvent pas nous dire ce dont ils discutent réellement, parce qu'après tout, ils ont un pacte de défense mutuel. Mais c'est l'importance de Munir à ce moment précis. Quoi que vous pensiez de Munir, je veux que ce soit très très clair pour vous, pour notre public, pour les personnes qui sympathisent avec l'Iran. Le fait que Larry et moi disposions de ce type d'informations ne signifie pas que nous soutenons le gouvernement pakistanais. Cela doit être très très clair. Larry et moi, ce qui nous intéresse, c'est la qualité du renseignement. Donc si nous avons accès à des informations du genre, écoutez, Munir a appelé MBS et lui a dit ceci ou cela, bien sûr c'est une mine d'or. Personne n'a ce type d'informations. C'est donc cela qui nous intéresse. Et jusqu'ici, les médiateurs pakistanais qui nous transmettent des informations se sont montrés très fiables. Il y a bien 2 ou 3 éléments qui évidemment semblent un peu décalés. Alors on redemande encore jusqu'à obtenir une confirmation. Ensuite, on essaie d'en avoir une confirmation de Téhéran,
et ainsi de suite. Mais les renseignements bruts qu'ils nous transmettent sont, la plupart du temps, extrêmement solides. Il est donc important de savoir que ces canaux diplomatiques et ces appels téléphoniques, vous savez, tournent à plein régime. Et ils le doivent, n'est-ce pas, Nima? Parce qu'au final, il faut présenter quelque chose de solide, de tangible et d'irréfutable à ce parfait lunatique qui se fait passer pour le président des États-Unis. Et tout le monde le sait. Et si ça ne lui plaît pas, à cause de son ego ou je ne sais quoi, il va encore renverser l'échiquier. He will be, smashing the chessboard all over again.